Désormais, le monde scientifique congolais a un nouveau docteur en droit. Il s'agit de Maître Laurent Onyemba Njokandeke qui a défendu avec faste sa thèse de doctorat à l'université de Kinshasa Unikin en sigle le samedi 19 août dernier en présence de plusieurs grands professeurs et chercheurs dans le domaine du droit du pays et venant d'ailleurs. Cette énième thèse qui vient enrichir désormais le monde scientifique congolais porte sur le parti politique et la constitution en République démocratique du Congo et la contribution à la théorie du droit personnel congolais de partis politiques. Dans son argumentaire, le récipiendaire a déclaré que cette thèse est la résultante des efforts de plusieurs années afin de répondre à un besoin de la société basé sur la philosophie du multipartisme rationalisé. Je pense que je suis docteur en droit. C'est un couronnement des efforts de plusieurs années et je suis parti d'un constat de la société sur la déliquescence de l'État, mais surtout la déstructuration des institutions. J'ai donc décidé de poser un principe qui n'a pour socle que l'abandon du multipartisme pervers dans lequel nous sommes avec plus de 1000 partis politiques aujourd'hui pour la théorie d'un multipartisme encadré ou rationalisé. Donc, tout le monde se plaint du nombre de partis politiques au Congo. J'ai mené mon étude à partir de laquelle je démontre que sans les partis politiques, il est impensable de construire un état de droit constitutionnel. Mais quel parti politique? Ça doit être des partis politiques qui remplissent effectivement les missions constitutionnelles au travers l'éducation civique, au travers l'encadrement de la société. Et ce sont ces partis qui peuvent participer à la construction des droits constitutionnels. Et pour y parvenir, la prolifération des partis ne plaide pas en faveur, bien sûr, de cette théorie. Et donc je propose ici un multipartisme rationalisé et je plaide pour pérenniser du point de vue doctrinal cette approche, de faire une contribution à la théorie d'un droit constitutionnel congolais des partis politiques. Alors, pensez-vous que vos études vont apporter réellement une solution à la société congolaise? Vous dites que c'est une étude, c'est une réflexion qui mène un doctrinaire, indépendamment de soubresauts, indépendamment de l'environnement politique. Ici, nous sommes au campus et la réflexion elle est scientifique, elle n'est pas politique. Et donc, je pose un principe, je propose une étude qui à la société de s'en approprier pour produire des effets escomptés quant à l'aboutissement de cette démarche. Mais moi, comme théoricien, comme docteur, je propose une étude et donc je laisse aux autres de faire leur part. Une théorie défendue avec FAST. Aujourd'hui, vous êtes docteur. Qu'est-ce qui vous reste encore à faire? Donc, quand on est docteur, ça dit qu'on ouvre le champ de la recherche. Ça signifie qu'on est crédité et éternellement chercheur. Et donc, je vais devoir me concentrer sur la question congolaise, sur tout ce qui concerne le Congo, mais essentiellement demain des partis politiques parce que vous savez, notre pays souffre bien sûr de l'élite, son élite. Il faut que l'élite actuelle ressemble aux évidences de ceux qui travaillent dans le sens de construire une nouvelle société, de nouveaux paradigmes. Et pour ça, je vais continuer à produire des instruments de recherche dans le cadre de ma thèse. Alors, autrefois chef de travaux, aujourd'hui docteur, comment envisagez-vous déjà vous introduire dans cette nouvelle marche? Je ne sais pas. C'est comme celui qui marche sur les yeux. Plusieurs professeurs à thèse dans le domaine du droit ont jeté des fleurs à Maître Laurent Onyemba pour cette thématique combien louable. Il y a d'autres qui sont partis, comme le professeur Iboumbe, qui est en fait l'égyptien de cette thèse et qui a légué cela au professeur Kalumba. Il y a aussi le professeur Kalumbi Ambroise qui a accompagné, vous avez lu cette lettre, vous avez trouvé que le professeur Kalumbi a beaucoup contribué. Et même le professeur Évariste Bouchard qui devra avoir publié une ouvrage sur la typologie des partis politiques en République démocratique du Congo, en distinguant les Faucons et les Colons. Mais au-delà des Faucons et des Colons, il y a beaucoup d'autres choses.
C'est une thèse en deux parties, comme on vous l'a dit, qui fixe d'abord les cadres normatifs et historiques des partis politiques congolais. Les partis politiques congolais sont des partis d'essence tribale. Je dirais même clanique ou familiale ou même parentale. Abako, Alliance de Bakongo, Abazi, Alliance de Bayanzi, Unimo, Union de Congo, etc. Et cette essence tribale a continué jusqu'aujourd'hui, de sorte qu'il y a des partis d'essence locale, un grand parti national qui obtient 98% à Kabeyakamwanga et 1% à Bouédé. Un parti d'essence nationale qui obtient 150% à Badolité, mais qui a 0% à Lébanon. Voilà ce que nous sommes. Et ça nous tient depuis plus de 60 ans. Et c'est toute la dynamique et les schémas que nous propose notre ami pour savoir de cette essence essentiellement tribale, parentale, de partis politiques nés, atomistiques, monstres, qui mangent la Constitution. Comment basculer maintenant sur des partis politiques qui peuvent transformer les Congo? Alors, il a donné deux pistes. La piste est politologique et un peu positiviste parce qu'il avait peur de rester politologue. Il a voulu inventer les droits et puis il est allé donc proposer des solutions constitutionnelles de la justice constitutionnelle en croyant que la Cour constitutionnelle pouvait changer les choses. Bon. Et l'autre il a reconnu que c'était que le départ dans la recherche. Mais ce qui est important, quand je vous regarde, et je le dis, lorsque vous regardez ce qui sont les 25 000 candidats qui sont venus, il n'y a que 3 ou 4 partis politiques. Les restes sont des regroupements qui juridiquement posent un problème, comme il a dit. Il est allé trop loin pour dire que c'était des regroupements constitutionnels, des regroupements politiques dans lesquels vous êtes sur des regroupements inconstitutionnels. On a essayé de les limiter pour dire oui, ça existe dans la Constitution. Mais les professeurs académiques dira frauduleusement. Donc, vous allez aux élections dans la fraude comme vous êtes là. Ça n'existe pas. Et voilà dans quel contexte nous travaillons. Donc, je vais conclure par là. Laurent a une grande tâche. Il a défriché un champ scientifique, mais c'est à nous de nous regarder en face. Dans quelle mare nous évoluons. C'est peut-être une thèse, mais c'est peut-être en fait notre synthèse. Comment peut-on faire la politique avec les chiffons et les monstres? Je vous remercie. Les docteurs, j'ai dit c'est difficile aussi de présenter l'être humain. C'est ce qui est possible, c'est que je vais essayer de vous donner quelques éléments sur la personnalité de Laurent Onyimba telle qu'elle s'est présentée à moi, c'est-à-dire telle qu'il s'est révélé. Et lorsqu'il s'est révélé, c'est sûr qu'il y a des choses que je ne sais pas de lui. Voilà. Comment s'est fait notre rencontre? Il a donné quelques éléments lors de la soutenance. Je suis doctorant moi-même sous la direction du feu le professeur Bibombe. Je crois qu'il y a 2-3 jours, je revenais de Paris dans le cadre de mes propres recherches doctorales. Et nous nous rencontrons dans le bureau du professeur Bibombe. Et Bibombe, comme par prémonition, il savait qu'il allait certainement mourir dans les mois à venir, il me dit, et il le dit devant Laurent,
vous connaissez les TT là en général, soit ils sont intelligents, soit ils sont idiots. Il a répété ça. Il dit, mais au moins ici il y en a un de très bon. Si je n'arrive pas à le suivre, c'est ta charge. Voilà comment notre rencontre. Et puis je dis ok, sur place, nous commençons. Alors, nous commençons à travailler, et puis je deviens professeur et ainsi de suite. Mais je rencontre Laurent, et je me trouve à ce moment, il est seulement un jeune licencié en droit. Alors je lui dis une chose, je lui dis, si tu ne veux pas tomber dans le travers de la fonction publique, et c'est ma phrase chérie, les travers de la fonction publique, c'est quoi? C'est-à-dire donner de l'importance au papier plutôt que dans la substance des choses, viens au barreau. Alors je lui dis, si tu veux être mon assistant, tu commences par être avocat. Parce que je considère qu'un professeur d'université doit avoir les deux possibilités. Et le barreau lui offre cet avantage d'avoir un agenda élastique et en même temps cette liberté d'esprit qui est nécessaire à la recherche scientifique. Et donc si vous êtes un véritable fonctionnaire, vous aurez des difficultés à faire de la recherche. Parce que tout le temps, un fonctionnaire est soumis au principe de la soumission et à la fin, ça devient son état d'esprit. Tout le temps, chaque fois qu'il doit faire quelque chose, il doit poser la question à la hiérarchie. Mais le chercheur n'a pas de hiérarchie. Les scientifiques n'ont pas de hiérarchie comme l'avocat du reste. Donc, je l'amène au barreau, et je commence à constater comment il se bat, et tout ça. Je dis c'est bien. Mais maintenant, il ne faut pas vous contenter d'être seulement avocat. Il faut avoir cet aspect cette maîtrise de la science du droit. Maintenant que vous connaissez un peu le droit positif, là, il faut faire la science du droit. Alors, je l'encourage. Il fait son mémoire de 2S, sous ma direction, bien entendu. Et en doctorat, il fait une première mouture avec Jacques Tollier et moi et le professeur Issango. Il a quelques ennuis. Alors il est très fâché, il vient me voir chez moi. Il me dit, mais j'écris des choses et les gens les jettent tout le temps. J'ai dit, mais bien sûr, c'est ça. Alors je me suis dit, c'est qu'on doit les jeter. La mouture qui a été défendue, là, je crois que c'est la 4e. Alors il est découragé, il me trouve toujours. Alors comme il me connaît, il sait que par nature, je suis quelqu'un qui ne m'agite devant aucun problème. Parce que je considère que tout est relatif. Et qu'il n'y a rien d'absolu sur la terre. Alors quand il vient tout abattu, il me dit, mais comment ils disent qu'il faut recommencer? Je dis, mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Il s'est fait, je dis, alors ne fais rien, donc d'abord, reviens dans 2 semaines, tu verras que tu auras des idées plus claires. Et c'est sûr. Mais je crois qu'aujourd'hui, il est établi. Je me dis, c'est comme ça. Et j'en profite pour dire que la thèse, ce qu'on cherche réellement là-dedans, ce n'est pas ta capacité d'être très intelligent. C'est d'abord ta capacité à être flexible dans la réflexion. C'est ce qu'on cherche. Alors, on débrise de temps en temps. On veut voir si tu es capable de travailler sous pression. C'est ce qu'on cherche. Quelqu'un peut dire seulement qu'il n'est pas d'accord avec une page. Ce n'est pas qu'il a raison, mais il veut voir si tu es capable de supporter la critique. Il supporte. Alors, comme je le vois tout le temps à la télévision, maintenant que vous devenez docteur, votre parole doit devenir rare. Parce que celui qui sait ne parle pas beaucoup. C'est souvent les ignorants qui disent beaucoup de choses et j'en écoute tous les jours. Mais maintenant, quand vous accédez au monde de ceux qui savent des choses, ces gens-là se taisent. Voilà pourquoi même dans la mythologie grecque et ailleurs, vous verrez que les sages est dessiné comme un homme ayant un gros ventre et une petite bouche. Une grosse tête et une petite bouche. Ça veut dire qu'il ne parle pas. Et donc la parole du savant doit être sollicitée. Si elle n'est pas sollicitée, elle n'intervient pas. Elle va dire non, c'est bon fait, c'est bon, ce n'est pas bon. Laissez-les. Laissez-les. Tant qu'il ne vous consulte pas, ne dites rien. Donc c'est le conseil que je profite pour vous dire en ce moment. Pour le reste, c'est du domaine vraiment de l'amitié, de la fraternité, parce que je considère, et il le sait, que la formation académique d'un professeur d'université doit se faire de manière artisanale. D'ailleurs, c'est la même chose pour le métier d'avocat.
Artisanal, par artisanal, je veux dire que le maître doit vivre avec son apprenti. Voilà pourquoi ça ne peut pas être des relations administratives. C'est des relations intimes de maître à élève. Et donc, l'apprentissage fait qu'on fait la science ensemble, on boit ensemble, on mange ensemble. Et d'ailleurs, le meilleur théorie vient parfois quand on est un peu entre la folie et le pays. Donc, c'est souvent qu'on a je pense que ça va être donc, je vous demanderai donc dans votre vie future, professeur, d'utiliser cette même technique. Vos assistants doivent être vos apprentis qui vivent avec vous, qui marchent avec vous. Parce que l'enseignement, ce n'est pas seulement ce que le professeur dit à l'auditoire. L'enseignement, c'est même la vie du professeur. Comment il vit lui-même. Comment il se comporte en société. Tout ça, ça fait partie de l'apprentissage qui fait un peu à l'ancienne, comme à l'époque de Platon ou des autres. Donc, exactement cela. Alors, pour ne pas oublier les gens qui sont intéressés. Alors, je ne sais pas s'il faut repasser la parole, mais je crois qu'il faut la repasser. Nous sommes venus boire et manger parce que nous sommes contents de notre fils et résister à cette épreuve, parce qu'il s'agissait d'une épreuve. Il a résisté à cette épreuve et il est devenu un des sorciers de la République. C'est-à-dire des gens qui savent les choses, mais qui vont laisser les autres discuter dans tous les sens. Je vous remercie. Je vous rassure, calcul simple à faire. Il nous faut au moins 27 ans de formation. Je dis bien au moins 27 ans. Vous allez faire l'école maternelle, l'école primaire, l'école secondaire ou les humanités, 5 ans de l'université, 2 ans de DS et entre 3 et 5 ans de la formation. C'est 27 ans. Et quand on a déjà parcouru un tel chemin, on est expérimenté. C'est comme ça qu'on fait monter la vie de ceux qui sont devenus sages, savants, sorciers, devins, prophètes. Parce qu'au stade où il est, il peut observer un fait et mener une réflexion et vous dire qu'on va arriver à telle situation.